Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Florian Martinez. J'anime le Centre Émile-Imhotep, qui est un centre de ressources régional pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous invite à faire un petit tour sur le site si vous ne connaissez pas le projet. Euh, Aujourd'hui, on va parler de masculinisme avec Pauline Ferrari. Pauline, tu es journaliste et autrice plutôt sur les questions enfin, spécialisée sur les questions de culture web et d'égalité de genre. On peut te lire. En ce moment, j'ai vu que tu avais une rubrique dans l'Humanité où tu nous parles d'IA, de Thibaut InShape, de l'algorithme TikTok. Voilà. Et puis, tu as écrit un ouvrage qui s'appelle Former à la haine des femmes, une enquête sur les masculinismes qui démarrent sur les réseaux sociaux, mais avec des conséquences bien réelles aussi dans la vie de tous les jours. Voilà, donc aujourd'hui, tu vas nous présenter une conférence sur la question du masculinisme. Je te laisse la main là-dessus. Merci, Pauline. Bonjour à tous et toutes. Merci. Ça me fait un peu bizarre d'être face à une centaine de personnes, donc j'espère que vous passerez un bon moment. Je vous propose qu'on passe voilà à peu près 1 heure ensemble à travers un beau PowerPoint et une belle présentation que je vous ai préparée. Et après, on aura un temps de questions qui seront collectées par Florian. Si je ne dis pas de bêtises. Merci Pauline, je vois que tu rattrapes mon oubli. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses en haut. Si vous ne le trouvez pas dans la partie conversation, effectivement, je vais collecter les questions avec Thomas et je les poserai à l'issue de l'échange. Si on a le temps, je vous laisserai aussi ouvrir le micro et la caméra pour poser vos questions en direct. Ouais. Donc je vous propose qu'on commence. Comme l'a très bien résumé Florian, je vous ai mis une belle photo photoshopée de moi. Je trouve que c'est toujours important, il faut en profiter. Donc je m'appelle Pauline Ferrari, je suis journaliste spécialisée sur les questions de nouvelles technologies, questions de genre et culture numérique. J'ai écrit un livre d'enquête sur les mouvements masculinistes en ligne et hors ligne. Et j'ai la chance aussi d'intervenir dans les établissements scolaires dans le cadre d'actions d'éducation aux médias et à l'information en collège et lycée depuis 2020 environ. Et vous allez voir que c'est des expertises qui se croisent parce que c'est à force de côtoyer les jeunes que je me suis intéressée un peu plus au masculinisme et malheureusement le masculinisme ciblant énormément les jeunes et notamment les jeunes garçons. C'est des choses que j'ai pu observer aussi dans, on va dire, mes deux pratiques professionnelles. Pour parler un peu de masculinisme, mais avant de définir un petit peu qu'est-ce que ça recouvre, qu'est-ce que c'est, j'aimerais vous montrer deux courtes vidéos. Rassurez-vous, les propos qui sont dedans sont problématiques, mais ils ne sont pas violents. C'est-à-dire que voilà, si vous vous sentez mal à l'aise, vous avez le droit de couper le son parce que la flemme, mais logiquement, c'est des contenus qui sont à peu près OK, on va dire. La première vidéo, juste pour vous donner un peu de contexte, elle a été faite par un influenceur masculiniste qui s'appelle Alexis Chen, que vous connaissez peut-être parce qu'il a été pas mal médiatisé à l'occasion de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok à l'Assemblée nationale, où il était interrogé justement sur ses propos misogynes et où il a décidé de juste couper sa visio et de partir de l'Assemblée nationale et ça l'a un peu médiatisé encore plus. On regarde ça et logiquement, on a testé tout à l'heure, vous devriez entendre le son. Comment peux-tu être un homme en 2024 et penser sincèrement qu'il est tout à fait normal de faire 50-50 au niveau du loyer? Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont un problème. Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont perdu leurs repères. Je pense sincèrement qu'ils ont besoin de repères. Et je pense que le féminisme ne les aide pas. Je pense très sincèrement qu'un homme devrait se dire qu'il devrait assumer pleinement, à 100%, son rôle de père et son foyer. Tu ne peux pas être un homme et prétendre qu'il est tout à fait normal que ta copine puisse participer au loyer ou même au niveau du restaurant, peu importe ta dépense. Voilà, vidéo très très courte, mais qui est assez intéressante et on y reviendra un petit peu sur aussi comment ces vidéos elles sont construites. Mais peut-être que c'est d'ailleurs un influenceur que vous avez vu passer dans vos fils d'actualité et c'est parfaitement compréhensible. C'est-à-dire que a priori, si vous êtes en plus sur cette conférence, vous n'allez pas, on va dire délibérément chercher ce genre de contenu pour dire j'ai absolument envie d'avoir un avis d'un homme qui m'explique comment être un vrai bonhomme. Mais il s'avère que c'est des vidéos
vidéos très très populaires et ce genre de vidéos assez courtes qu'on peut retrouver sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok fonctionne bien. Et comme vous avez pu le voir, c'est quelqu'un qui se tient derrière un micro. Il a l'air d'avoir une parole très légitime et qui nous pousse forcément à l'écouter. Mais c'est une vidéo en même temps qui paraît assez inoffensive. Mais là encore, comme on va le voir, c'est souvent des vidéos qui sont des portes d'entrée en fait vers des propos et des idéologies un peu plus radicales. L'autre extrait que j'aimerais vous montrer, c'est une toute petite bande-annonce d'une minute d'un documentaire auquel j'ai participé à la création pour le média Combini qui s'intéresse à qui sont les masculinistes en France. Ça date de 2023 et juste pour vous donner aussi une petite vision de qu'est-ce que ça recouvre en fait comme type de propos et d'idéologie. Je le lâche comme ça, comme un pavé dans la mare, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles, tout simplement. Alors lui, c'est Léo. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Philogines, il y a 119 000 abonnés. Il est psychologue de formation, il vend des séances de coaching personnalisées, 300 € la séance, un forum Discord payant. Il a des formations en vidéo qui vont de 96 à 890 €. On a voulu comprendre de quoi il retourne, donc on s'est infiltré sur le Discord pour mater les cours de Léo pendant plusieurs mois. Cours magistral, il répond aux questions qu'on lui pose. On vous a choisi quelques sonores pour que vous aussi, vous puissiez vivre une vraie soirée entre mecs sur Discord à parler drague. Première scène, un jeune toujours qui pose la grande question, comment on fait jouir sa copine? Si tu commences à montrer que ton but c'est de la faire jouir, je te garantis qu'elle ne va pas jouir. Les nanas, généralement, détestent ça. Je dis pas qu'elles détestent jouir, mais elles n'aiment pas voir que le mec concentré sur leur désir à elles. Tu vois, je m'en fous tellement de faire jouir ma copine. Ça doit faire quoi, 2 ans qu'on se connaît. Elle a dû jouir, je dirais 2-3 fois, tu vois. Et en fait, je m'en fous. Je te le dis sincèrement. Les mecs, ils ne se rendent pas compte que le plus important, généralement, pour les nanas, c'est de te voir toi jouir plutôt que elle jouir. Ça, on vous laisse apprécier. Voilà, si ça vous intéresse, l'intégralité du documentaire qui dure une vingtaine de minutes est disponible sur YouTube. De toute façon, cette présentation elle sera envoyée a posteriori, donc vous pourrez retrouver les liens. Mais pour vous donner voilà, une idée, Léo, ça fait partie aussi avec sa chaîne YouTube des Philogines de un peu cette galaxie d'influenceurs en ligne qu'on retrouve sur les questions de relations hommes-femmes, ce qui nous amène à la grande définition de c'est quoi en fait leur point commun entre ce Alexis Chen qui nous explique que c'est impossible pour un homme s'il veut être un vrai homme de payer, de les faire 50-50 au restaurant, et Léo des Philogines qui nous explique que en fait les femmes elles n'aiment pas avoir du plaisir sexuel, elles veulent juste regarder leur partenaire avoir du plaisir sexuel. Le terme de masculinisme, on devrait, là je le mets au singulier, mais au final on pourrait même en parler au pluriel parce que c'est un terme qui a pas mal évolué ces dernières années et à la base les sociologues Francis Dupuy-Derry, Mélissa Blé et l'historienne du féminisme Christine Barr parlent du masculinisme comme une branche de la pensée antiféministe, donc la pensée qui s'opposerait au féminisme. Avec les réseaux sociaux et on va dire ces dernières années d'évolution de ces mouvements-là, moi je dis souvent que le masculinisme c'est un mouvement social et politique de mise en pratique de l'antiféminisme. C'est-à-dire que les mouvements masculinistes c'est pas juste des personnes qui sont persuadées que bon, le féminisme c'est un peu relou, que les féministes elles râlent un petit peu pour rien, on n'est pas forcément d'accord avec elles. C'est des gens qui vont mettre en place des choses, des actions très concrètes, des discours, des manières de s'opposer frontalement au féminisme en tant que mouvement politique pour le faire régresser. C'est par exemple le fait de faire des attaques coordonnées et ciblées sur Internet envers des militantes féministes ou des créatrices de contenu dans le but qu'elles se taisent et qu'elles disparaissent des réseaux sociaux. C'est le fait, par exemple, de créer des faux mouvements en ligne à travers des bots, donc des robots ou des faux hashtags dans le but de faire changer l'opinion publique sur une personne ou une personne. Ou en fait, c'est le fait aussi de participer à des manifestations contre le droit à l'avortement. Voilà, c'est un champ d'action en fait qui peut être très divers, mais qui se retrouve autour d'une pensée qui est le fait que le féminisme serait en train de ruiner la société occidentale notamment,
Vous allez voir la porosité avec certains mouvements d'extrême droite est très très forte. Mais c'est aussi un mouvement qui est persuadé que de fait, les hommes sont censés reprendre le pouvoir et la domination face au féminisme qui essaierait de leur enlever. Si on remonte un petit peu dans le temps pour savoir d'où ça vient, c'est pas un mouvement qui est né avec Internet. C'est un mouvement qui est beaucoup plus ancien que ça. Dans les années 70, on a eu ce qu'on a appelé la seconde vague du féminisme, avec tout ce qui concerne le droit à l'avortement, le droit à la contraception aussi, et un petit peu plus de reconnaissance au niveau des droits sociaux et politiques. Et à cette période-là, il commence à se créer quelque chose qui s'appelle les réunions en non-mixité. Et donc, c'est des femmes qui se réunissent entre elles pour parler des problématiques qui leur sont spécifiques, parce qu'elles estiment que comme ça, elles sont dans un espace protégé, on ne leur coupe pas la parole et elles peuvent parler un peu plus librement. Face à ces groupes en non-mixité, leurs copains, leurs frères, leurs amis leur disent vous vous réunissez entre femmes, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour vous aider dans la lutte pour l'égalité? Et elles leur disent vous aussi, réunissez-vous entre hommes pour essayer de voir comment vous pouvez faire changer peut-être les structures de pouvoir et les inégalités. Vous vous en doutez, ce groupe de parole, il ne s'est pas très bien passé si je vous en parle dans le cadre d'une conférence sur les masculinismes, parce que dans ces groupes de parole entre hommes ont émergé un petit peu deux mouvements. D'une part, ce qu'on va appeler les mouvements culturalistes, c'est un gros mot pour dire, en fait, c'est ce que disait Simone de Beauvoir, c'est-à-dire on ne naît pas femme, on le devient. Et de la même manière, on ne naît pas homme, on le devient. Donc la masculinité, la féminité, c'est des choses qui sont apprises par la société, par les normes dans lesquelles on vit. Eux, ils sont plutôt allés du côté des féministes. Et ensuite, on a ce qu'on a appelé les essentialistes. Et c'est des gens qui sont persuadés que parce qu'on est homme avec un sexe masculin, on acquiert une sorte de rang, de droit et de devoir de qu'est-ce que ça implique d'être un homme en étant né homme dans cette société. Et donc, le fait que, par exemple, les hommes seraient naturellement plus forts, plus intelligents, plus dominants que les femmes, qu'ils auraient certains besoins, certains droits et certains devoirs comparés aux femmes. Et donc, c'est à partir de ce moment-là un peu que le mouvement masculiniste commence à se fomenter. Et ce qu'on constate, c'est qu'au fur et à mesure des années, la question des droits des femmes s'est institutionnalisée et est allée un petit peu plus en normalité, notamment dans les années 90. On commence à avoir des conférences internationales, les premiers ministères pour les droits des femmes, ce genre de choses. Et en fait, ça, pour des masculinistes qui sont persuadés que le féminisme est en train d'écraser la société, tout simplement, c'est vu en fait comme une manière d'éradiquer les hommes de la surface de la planète. Et ce qu'on constate un petit peu, c'est que, en fait, à chaque avancée pour les droits des femmes et des personnes LGBTQ+, on a ce qu'on appelle un phénomène de backlash, donc de retour de bâton, un espèce de gros recul réactionnaire et qu'on peut retrouver en fait à plein de périodes de l'histoire. C'est-à-dire que les femmes commencent à faire du vélo, on n'arrête pas de, mettre par exemple des arguments comme quoi le fait qu'elles fassent du vélo pourrait les rendre stériles et du coup ce serait un argument contre le fait qu'elles fassent du vélo. Voilà, ça c'est un peu la même chose qui se passe avec les mouvements masculinistes au fur et à mesure des années. Et notamment, comme je vous l'ai mis dans cette présentation, l'année 2013 a été assez importante, en tout cas en Occident. D'une part parce qu'aux États-Unis, on a un événement qui s'appelle le Gamergate et qui est en fait une grande campagne de cyberharcèlement envers les femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, on peut se dire, oui, ok, c'est le jeu vidéo, c'est peut-être très niche. Mais en fait, ce mouvement-là a permis à l'extrême droite, notamment américaine, de se structurer et à faire émerger certaines figures qui permettront à Donald Trump de se faire élire en 2016 et des personnes qui sont encore dans l'entourage de Donald Trump pour son second mandat. Et vous le savez peut-être, Donald Trump, depuis son second mandat, est soutenu par tous les patrons des réseaux sociaux, Elon Musk, Jeff Bezos d'Amazon, etc. Et donc, c'est pas négligeable ce moment-là. Et surtout, ça a montré à quel point le cyberharcèlement, ça peut être une arme très, très efficace contre les féministes et contre les femmes de manière générale, et que c'était en fait très facile de pouvoir les silencier et les humilier.
En 2013, c'était aussi la période de la manif pour tous, peut-être que vous vous en rappelez. Donc une période qui était très violente avec énormément de discours homophobes et qui a vu émerger en son sein aussi une restructuration des mouvements de droite et d'extrême droite, catholiques réactionnaires notamment, et de certains mouvements masculinistes qui ont commencé à eux aussi aller dans la rue. Je vous montrerai des images un peu plus tard. Et surtout en 2013, si vous étiez dans la région de Nantes ou même un peu plus loin, peut-être vous vous rappelez qu'il y a des papas qui s'enchaînaient à des grues pour réclamer le fait de voir leur enfant. Alors forcément, c'est des actions très impressionnantes qui ont permis beaucoup de reconnaissance médiatique. Et quand ces papas ils sont descendus de leur grue, ils ont commencé à avoir des discours très virulents envers notamment les femmes dans la justice, en les traitant de noms d'oiseaux notamment. Et on a commencé à découvrir que ces hommes faisant partie d'une association qui s'appelle SOS Papa, est une association de ce qu'on appelle le mouvement des droits des pères, qui sont assez persuadés que le féminisme aurait phagocyté les sphères de pouvoir, et notamment la justice et la politique, dans le but de favoriser les femmes lors des divorces dans la question de la garde d'enfants. On le verra après, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ça a été un grand moment pour eux, et SOS Papa est une association qui existe encore aujourd'hui et qui, on va dire, sort des nouvelles antennes à peu près tous les 2 mois sur le territoire. 2017, on a MeToo, moment très important sur la question de la libération de la parole sur les violences sexistes et sexuelles, notamment dans le milieu professionnel. Et peut-être qu'à cette époque-là, vous avez entendu des discours à la télévision, même dans votre entourage, disant maintenant je n'ose plus prendre l'ascenseur avec une femme, j'ai trop peur des fausses accusations, maintenant n'importe qui peut finir en prison, etc., etc. Ça, c'est des discours masculinistes qui ont émergé en ligne et qui ont fini par gagner les espaces hors ligne. Et en fait, MeToo pour les masculinistes, ça représentait vraiment la théorie du complot qui se réalisait, c'est-à-dire que enfin les femmes et les féministes avaient trouvé un moyen de mettre tous les hommes en prison à travers les fausses accusations. Pour rappel, les fausses accusations, on est sur une moyenne, selon les études, d'environ 2% des plaintes qui sont déposées, ce qui est très très faible. Et en fin 2022, beaucoup plus récent, il y a eu le procès entre les 2 acteurs Johnny Depp et Amber Heard, et qui a été un grand moment aussi d'action masculiniste en ligne, parce qu'il y a eu énormément de mouvements, de création de hashtags et de couverture médiatique de la part de streamers et d'influenceurs masculinistes en faveur de Johnny Depp, dans un but de gagner le procès de l'opinion. C'était un procès en diffamation, et qui ont fait que Amber Heard notamment a dû en fait, déménager des États-Unis, changer d'identité, et désormais elle vit sous un faux nom en Espagne, et qui a été un grand moment aussi de backlash et de retour de bâton sur ces questions-là. Maintenant, quand on parle de masculinisme, on parle en fait d'une galaxie de plein de sous-communautés. En voici quelques-unes, mais au final, on pourra en citer encore plein. Dans ces sous-communautés, c'est des sous-communautés qui diffèrent par en fait, les personnes qui les constituent, leur âge, leur milieu social, leurs envies et leurs objectifs aussi. Notamment, celle qu'on connaît le plus, c'est celle des incels. Le terme incel, il veut dire involuntary celibate, donc célibataire involontaire. C'est souvent des jeunes hommes vierges ou qui n'ont pas accès à la sexualité et qui sont persuadés que c'est à cause des femmes. En gros, les femmes seraient trop méchantes pour coucher avec eux. Et les incels, malheureusement, ils sont trop représentés dans les cas d'attentats masculinistes, notamment en Amérique du Nord. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'on les connaît beaucoup plus que d'autres sous-catégories. Et quand on parle d'incel, peut-être que vous avez vu la série Adolescence sur Netflix qui a beaucoup tourné en début d'année. On parle notamment de ce mouvement-là, de jeunes garçons quelque part frustrés par leur manque de sexualité et qui attaquent les femmes dans le but de se venger. La seconde catégorie, celle qui peut paraître un peu inoffensive, c'est celle des coachs en séduction, comme on l'a vu avec Léo des Philogines. On peut trouver ça un peu ridicule de se dire qu'il y a des hommes qui écoutent d'autres hommes pour apprendre à comment draguer, comment séduire, comment avoir des bonnes relations sexuelles. Mais au final, ce sont des contenus qui sont souvent des portes d'entrée en fait pour des jeunes garçons, pour des idées beaucoup plus radicales. Parce que c'est parfaitement normal d'avoir envie d'avoir des conseils sur comment on mène ses relations. Et peut-être que les relations hommes-femmes sont parfois un peu compliquées. Sauf que c'est des coachs qui vont souvent déjà faire payer des formations très très chères
et d'autre part vont dispenser une vision des relations hommes-femmes qui vont promouvoir notamment une essentialisation, c'est-à-dire le fait de dire toutes les femmes veulent la même chose, pensent la même chose, et tous les hommes veulent la même chose et pensent la même chose, et que les femmes seraient profondément un peu manipulatrices et que du coup il faudrait trouver des manières de entre guillemets céder à leur consentement et promouvoir une forme de culture du viol pour qu'elles puissent coucher avec eux. En haut à droite, je vous ai mis aussi ce qu'on appelle aux États-Unis les men's rights activists, donc les activistes des droits des hommes. Parmi ces activistes, on retrouve notamment les droits des pères, donc l'association SOS Papa dont je vous parlais. C'est des communautés généralement d'hommes un peu plus âgés, qui ont connu la vie maritale, qui souvent ont eu des enfants et qui estiment qu'en fait, notamment les instances de pouvoir telles que la justice, les assistantes sociales, les éduques, sont là pour en fait enlever des droits aux hommes, notamment les droits de voir leurs enfants. Dans les statistiques qu'on a, néanmoins, en fait, quand il y a un divorce par consentement mutuel et quand il y a un partage des droits de garde, quand les hommes n'ont pas la garde des enfants, c'est souvent parce qu'ils ne la demandent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas particulier, ça veut juste dire que dans les statistiques qu'on constate, les statistiques sur lesquelles s'appuient ces masculinistes-là sont vraies. Il y a plus de femmes que d'hommes qui ont la garde exclusive de leurs enfants, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de la statistique qui explique que, en fait, si elles ont principalement la garde, c'est parce que les pères ne la demandent pas, notamment. Voilà, c'est des hommes qui vont se battre sur certains combats. Pareil, le fait que les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes. Pareil, la statistique est vraie. Mais quand on regarde un petit peu plus pourquoi, c'est parce que souvent les femmes font plus de tentatives de suicide, mais réussissent moins, entre guillemets, aussi parce qu'elles ont plus souvent tendance à venir demander de l'aide à des professionnels en santé mentale ou en soutien aussi familial et amical qui fait qu'elles peuvent demander de l'aide un peu plus facilement. Donc voilà, c'est à peu près, c'est des groupes qui souvent passent beaucoup de temps à créer de la désinformation sur les réseaux sociaux, à modifier des statistiques, à essayer de convaincre par des biais idéologiques peu scrupuleux, ce genre de choses. En bas à gauche, on a personnellement mes préférés, les MGTOs, donc c'est un sigle qui veut dire les Men Going Their Own Way, donc les hommes qui suivent leur propre chemin. C'est des hommes qui, en fait, pareil, sont un peu plus âgés et estiment que toutes les femmes sont tellement vénales et manipulatrices qu'il ne vaut mieux pas les fréquenter du tout. Qu'il faut, en gros, vivre sans femme, d'abord dans son entourage relationnel et puis parfois au travail, dans la vie de tous les jours. Mais c'est des hommes qui passent beaucoup de temps à critiquer les femmes et à les attaquer, notamment sur les réseaux sociaux, même si elles ne veulent plus les fréquenter. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu mes préférés, parce que les contradictions ne les étouffent pas. Peut-être que vous avez vu le film Matrix dans les années 90-2000. Dans le film Matrix, le héros doit proposer 2 pilules, une pilule bleue dans laquelle il reste dans sa réalité qui est un peu ennuyante, où il prend la pilule rouge et il voit la vérité. Cette métaphore, elle est beaucoup utilisée par les mouvements masculinistes, anglophones comme francophones, pour expliquer que les masculinistes auraient, eux, pris la pilule rouge et ainsi verrait la vérité qui serait que en fait il y aurait une espèce d'alliance de lobby féministo-LGBT voire d'autres catégories de la population pour en fait faire en sorte que les hommes et notamment les hommes blancs n'auraient plus de pouvoir et deviendraient en fait quelque part une minorité dans notre société, ce qui rejoint aussi d'autres théories racistes, xénophobes ou conspirationnistes. Et enfin, il y a des femmes dans les mouvements antiféministes, ça paraît un peu antinomique, mais pourtant elles sont là. On a beaucoup parlé ces derniers temps des tradwives, notamment donc ce sigle qui veut dire traditional housewife, donc les épouses traditionnelles. C'est des influenceuses qui filment leur quotidien en tant que femme au foyer, mais on va dire une version très romantisée de la femme au foyer. Si vous avez des mères au foyer dans votre entourage, vous savez que personne ne se balade en robe à fleurs sans jamais tacher ses vêtements avec 3 enfants dans les pattes. Et c'est des femmes qui vont en fait valoriser aussi un mode de vie très simple, tourné autour du foyer, autour de valeurs chrétiennes ou mormones,
expliquer qu'elles se soumettent volontairement à leur mari, etc., et rejettent le féminisme qui rendrait les femmes malheureuses. Elles aussi, généralement, en fait, leurs compagnons de vie ou les gens qu'elles fréquentent sont souvent aussi des antiféministes. Donc c'est pour ça qu'elles gravitent là-dedans. Et pourquoi elles font ça? C'est une question qu'on me pose souvent. Parce qu'elles sont persuadées qu'elles vont éviter, quand le conservatisme reviendra au pouvoir, qu'elles seront en sécurité si elles jouent les règles du jeu du patriarcat. Ce qui est un peu plus compliqué que ça, vous en doutez. Quand on parle de masculinisme, juste peut-être que vous connaissez sûrement le violentomètre qui permet un petit peu d'estimer aussi dans une relation est-ce qu'il y a des comportements qui commencent à devenir violents. Je dis souvent que le masculinisme, c'est un peu le bout du spectre de la misogynie parce que c'est les attaques les plus violentes. Et c'est important de se concentrer sur cet aspect-là, mais il ne faut pas oublier que avant les attentats masculinistes, il y a aussi tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire le début des blagues sexistes, le harcèlement sexiste et sexuel. Et souvent, ne se concentrer que sur le masculinisme, c'est un peu oublier qu'il y a une palette, malheureusement, de violences qui peuvent d'une part mener au masculinisme, mais d'autre part qui sont tout aussi graves et qu'il ne faut pas dédouaner. Ce qui est intéressant dans le discours masculiniste, c'est que c'est un discours qui est souvent basé autour de la question de la crise de la masculinité. C'est le fait de dire que, en fait, tout simplement, les hommes seraient en crise. On assisterait, notamment depuis MeToo, à une crise de la masculinité. Les hommes ne sauraient plus comment être des hommes, etc., etc. C'est un sentiment qui peut être individuel, c'est un ressenti qui peut être totalement réel, mais quand on regarde un petit peu avec du recul, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, ce discours de crise de la masculinité, il est présent depuis très longtemps. Et c'est le sociologue Francis Dupuy-Derry qui l'explique dans un livre que je vous conseille, qui est vraiment très drôle, parce qu'il explique tous les exemples dans l'histoire où les hommes ont dit il y a une crise de la masculinité. Et donc, en fait, il y a toujours des discours de crise de la masculinité, notamment quand les femmes ont commencé à faire du vélo, crise de la masculinité, parce que si les femmes font du vélo de la même manière que les hommes, comment on va les reconnaître? De la même manière, quand les femmes ont commencé à monter à cheval, non pas en Amazon, donc sur le côté, mais avec une jambe de chaque côté, pareil, crise de la masculinité. Chaque fois qu'il y a des révolutions industrielles ou des changements dans la manière dont on voit le travail, où on voit le corps, où on voit la famille, ça augure des discours sur la crise de la masculinité. Et Francis Dupuy-Derry, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est un discours de crise. C'est-à-dire, c'est des paroles, on dit qu'on est en crise, mais est-ce que la crise existe vraiment? C'est pas vraiment sûr. Et lui, ce qu'il dit, c'est que les hommes ne sont pas en crise, mais ils font des crises réellement au point de tuer des femmes. Et je trouve la formule assez intéressante. Et c'est pour dire qu'en fait, la crise de la masculinité, elle peut être ressentie, mais si on prend un petit peu de recul, au final, on est plus sur du discours de crise que vraiment sur une crise. Ce qui est intéressant aussi dans les discours masculinistes, c'est de constater à quel point ce sont des discours et une imagerie qui est assez particulière et qui en fait augure un nombre de nouveaux mots, nouvelles imageries qui, si on ne sait pas ce que ça veut dire, peut sembler un petit peu déroutant, voire être une forme de langage codé et qui sert en fait de ce qu'on va appeler en rhétorique du dog whistle, c'est-à-dire le sifflet de chien, c'est-à-dire en fait le sifflet de chien il n'est entendable que par les chiens, pas par les humains. Et donc le dog whistle, c'est le fait de dire certaines choses qui vont parler à certaines communautés, mais pas à d'autres. Et pour le masculinisme, comme pour d'autres mouvements de haine, ça peut être le cas. Par exemple, il y a certains termes même qui sont sortis un peu d'Internet qui maintenant gagnent les cours de récréation ou même certains débats politiques. Je pense notamment au terme de misère sexuelle que vous avez déjà peut-être entendu. La misère sexuelle, c'est un terme masculiniste qui viendrait à dire que si les hommes hétérosexuels n'ont pas de relations sexuelles avec des femmes, littéralement, ils explosent ou ils meurent, ou en tout cas, ils sont dans un état de misère comparable à le fait d'avoir faim ou d'avoir froid, ne pas avoir de toit sur la tête. Donc, je vous laisse comparer un petit peu les occurrences. Je tiens à préciser, personne ne meurt de ne pas avoir de relations sexuelles. Voilà, au moins c'est dit scientifiquement, voilà, en tout cas. Mais c'est intéressant comme rhétorique parce que ça permet en fait de dire que la sexualité, notamment la sexualité avec les femmes,
serait un dû que les hommes devraient avoir du fait de leur statut d'homme et de leur hétérosexualité, et que les femmes seraient vraiment méchantes de leur refuser ça. On peut retrouver plein d'autres termes, que ce soit le terme de Tchad. Le terme de Tchad, ça vise à désigner dans l'imaginaire masculiniste les quarterbacks blonds, forts et musclés que vous voyez dans les films américains dans les années 90. C'est censé être un peu l'homme parfait qui réussirait à séduire les filles parfaites. Et que les masculinistes admirent autant qu'ils détestent, à qui veulent ressembler, mais qu'ils haïssent en même temps parce qu'ils auraient une génétique qui serait un peu trop bien pour eux, quoi. Pareil, le terme de cuck, qui est un terme insultant, qui veut dire littéralement cuckold, tenu par les testicules, et qui désigne un homme qui serait soumis aux femmes. Le terme de femoids aussi, qui est un terme qui signifie female humanoid, donc humanoïde femelle, qui viendrait à désigner les femmes qui ne seraient pas vraiment des êtres humains, mais plutôt des humanoïdes qui ressembleraient à des femmes tellement elles n'ont pas de sentiments. Voilà, plein de termes comme ça et plein d'imageries comme je vous ai mis à l'écran. Donc, il y a le Tchad que vous pouvez voir avec son magnifique pantalon vert à droite et le puceau, l'incel à gauche qui serait lui frustré et pas gâté par la nature entre énormes guillemets. Bien sûr, ça vaut aussi pour les femmes. Par exemple, on retrouve beaucoup le terme de la Stacy, donc ce serait la bimbo un petit peu à la plastique parfaite, mais qui ne voudrait aller que avec des Tchads. Et même les femmes qui ne correspondent pas à certains stéréotypes, on va dire, de la féminité, genre la Becky, elle n'est quand même pas, comment dire, mise en avant par les masculinistes. Elle est quand même critiquée parce qu'elle ne serait justement pas assez féministe et peut-être même un peu trop féministe. Ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez vu, il y a plein de communautés différentes et avec des publics très différents, mais il y a des valeurs un petit peu communes. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, le féminisme, en fait, serait en train d'éradiquer les hommes, notamment à travers un mouvement comme celui de MeToo, mais aussi que le féminisme serait en train de déviriliser les hommes. Il y a une théorie du complot qui tourne beaucoup dans les sphères masculinistes, d'abord aux États-Unis et qui a commencé à arriver en francophonie, qui est par exemple le fait que depuis les années 70, depuis que les femmes prennent la pilule, l'eau serait mal filtrée et donc il y aurait des œstrogènes dans l'eau et c'est ce qui expliquerait pourquoi il y a beaucoup d'homosexuels aujourd'hui. C'est une théorie complètement, bien sûr, fausse et absurde, voire même ridicule et grotesque. Il n'empêche qu'elle commence à faire son chemin et qu'elle se base sur, en fait, quelque chose qui est assez réel, qui est le fait que, bien sûr, il y a un problème sur le filtrage d'eau, par exemple, et la question des perturbateurs endocriniens. Mais ce serait en fait un coup des féministes pour déviriliser les hommes parce que si on dévirilise les hommes, les féministes auraient gagné. Il y a aussi l'idée, le fait que l'égalité aurait déjà été atteinte. C'est-à-dire que en fait, les femmes auraient le droit de vote, elles auraient le droit de travailler. Pourquoi elles en demanderaient plus? Et donc ça, c'est une assez grande manie du côté des masculinistes, par exemple, d'aller choisir des combats féministes qui n'ont jamais été portés comme majoritaires. Par exemple, je pense à la question de l'écriture inclusive, où certains masculinistes vont dire, voilà, elles n'ont trouvé que ça pour essayer de continuer à, pardonnez-moi le langage, à nous faire chier. C'est en allant chercher des combats qui ne seraient pas importants, puisque l'égalité aurait déjà été atteinte. Malheureusement, vous le savez, le nombre des violences sexistes et sexuelles et les inégalités salariales nous montrent que l'égalité, elle est pas encore atteinte et que les violences perdurent, mais voilà, ça fait partie des valeurs un peu communes. Il y a bien sûr le fait que les hommes seraient naturellement supérieurs aux femmes, moralement et intellectuellement. On retrouve même sur certains forums masculinistes ce qu'on appelle de la craniologie, qui rappelle des heures très sombres de la colonisation et du 19e siècle, où les colons s'amusaient à mesurer le cerveau des personnes noires pour prouver qu'elles n'étaient pas humaines. Et les masculinistes font la même chose avec le cerveau des femmes pour prouver qu'elles sont bêtes, en fait, tout simplement. Et du coup, ça va avec cette idée d'essentialisation. Et donc, les femmes seraient naturellement portées pour le foyer, pour la maternité, et qu'en fait, elles devraient rester douces et soumises à la maison.
Ce qui est intéressant, c'est que là, je vous ai beaucoup parlé d'Internet et c'est important parce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que Internet ne fait plus partie de nos vies et qu'on aurait une bulle en ligne et une bulle hors ligne qui se croiseraient jamais. Mais ces mouvements masculinistes, ils ont un impact sur nos mouvements sociaux aussi hors ligne. Pardon, je vous ai mis Éric Zemmour dès le matin, excusez-moi, j'ai même pas fait de trigger warning, mais trigger warning Éric Zemmour. Éric Zemmour, par exemple, c'est l'un de ceux qui a le plus utilisé la rhétorique antiféministe et masculiniste en France, à travers notamment un livre qu'il a écrit en 2005 qui s'appelle Le Premier Sexe, et notamment le grand combat d'Éric Zemmour, au-delà de l'immigration, du wokisme, ça va être sur la question de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à l'école, par exemple. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis début septembre, il y a un programme pour ce qu'on appelle l'EVARS, donc l'éducation sexuelle, en primaire, collège et au lycée. Et Éric Zemmour, à travers des organismes qu'il a créés comme les Mamans Louves ou les Parents Vigilants, vont faire de la désinformation auprès des parents d'élèves pour expliquer que ces cours seraient prodigués par des associations féministes et LGBT enragées, ou que ce serait des cours qui viseraient à apprendre la masturbation aux enfants, etc., etc. C'est de la désinformation en fait qui se base notamment sur une rhétorique masculiniste et de peur de dévirilisation des hommes et de la société. Je vous en avais parlé tout début, rappelez-vous de la Manif pour tous et des mouvements masculinistes qui étaient au sein de la Manif pour tous. Au milieu, en haut, vous remarquez sûrement des jeunes hommes torse nu. C'était ce qu'on appelait, alors c'était très éphémère, mais les homènes, qui reprenaient en fait le mode d'activisme des fémènes, donc ces féministes qui enlèvent leur haut pour mettre des messages par-dessus sur leur torse. Et ben c'était ça, les homènes, ils se baladaient en petits pantalons chino avec torse nu, avec marqué Sauvons nos enfants, mais avec des masques pour pas se faire reconnaître quand même, et qui étaient dans une forme de masculinité aussi assez intéressante pendant ces manifestations de la Manif pour tous. On retrouve des mouvements masculinistes aussi au sein des mouvements, ce qu'on appelle les marches pour la vie, donc les mouvements anti-avortement, dans les manifestations contre les droits des personnes LGBTQ+, au Royaume-Uni comme aux États-Unis. Et en France, sur la question des droits des pères, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui est assez passé sous silence, mais qui est quand même assez présent. C'est le fait que les mouvements des droits des pères ont beaucoup milité pour faire en sorte qu'un concept qui s'appelle le syndrome d'aliénation parentale soit encore présent dans les cours des affaires familiales. Le syndrome d'aliénation parentale, c'est un syndrome qui n'est pas prouvé scientifiquement, mais qui viendrait à dire que l'un des deux parents, souvent la mère, manipulerait l'enfant pour lui faire dire que cet enfant aurait vécu des violences, et notamment des violences sexuelles, de la part de l'autre parent. En fait, c'est le fait de dire pour ces hommes-là que la mère de leurs enfants les manipulerait pour qu'ils ne puissent plus voir leurs enfants. On sait à quel point les violences sur les enfants sont encore peu écoutées et peu jugées dans les tribunaux. Et donc, ce syndrome d'aliénation parentale, même s'il est interdit d'utilisation par les magistrats depuis 2018, il continue à être utilisé par certains juges aux affaires familiales. Et ça, c'est une démonstration très concrète de comment le masculinisme aussi vit dans notre société, y compris dans des sphères de pouvoir très quotidiennes au final. Bien sûr, il y a aussi la question du harcèlement en ligne, que ce soit des femmes politiques. Je pense à Sandrine Rousseau, qu'on soit d'accord ou pas politiquement avec elle, ça fait partie des femmes politiques, elle ou Rima Hassan, qui prennent des montagnes de cyberharcèlement quasi quotidien. Sandrine Rousseau, notamment, on l'identifie sur des photos de barbecue à peu près tous les jours. Je vous laisse imaginer, voilà, de se faire identifier sur des photos de barbecue une dizaine quotidiennement. Des journalistes, je pense à Nadia Dam notamment, qui avait été cyberharcelée par des masculinistes sur le forum jeuxvideo.com en 2013-2014. J'aurais pu mettre aussi la journaliste Rokhaya Diallo. Je vous ai parlé d'Amber Heard tout à l'heure. La chanteuse Taylor Swift, notamment, a été victime l'année dernière de ce qu'on appelle des deepfakes pornographiques. Donc, c'est des fausses images créées par intelligence artificielle, mais des fausses images qui ont l'air très réalistes et qui l'a montrée en plein acte sexuel. Voilà, et ces photos, elles ont mis plus de 24 heures à être supprimées. Donc, je vous laisse imaginer le traumatisme que ça peut être aussi. Mais les modes d'attaque, en tout cas en ligne, elles sont très privilégiées par les masculinistes parce que c'est très rapide, très efficace et que ça permet une action coordonnée, même si on n'est pas dans le même endroit, même si on ne parle pas la même langue. Et ça, c'est
C'est assez terrifiant. Quand j'ai commencé à travailler sur le masculinisme, moi, c'était à peu près il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, il fallait un petit peu aller chercher ces contenus, il fallait savoir où ils sont sur certains forums. Là, ce que j'ai remarqué depuis notamment le confinement, c'est que c'est un masculinisme qui déborde. C'est-à-dire que même si vous ne cherchez pas ces contenus, si notamment vous êtes un homme ou si vous avez des garçons et des hommes dans votre entourage, c'est à peu près sûr qu'ils aient été exposés à ce type de contenu, même si c'est des hommes qui ne cherchent pas ces contenus, qui ne détestent pas les femmes, mais que c'est des contenus qui sont devenus tellement populaires qu'en fait, ils sont présentés de manière quasi automatique par les plateformes aux jeunes garçons et aux hommes qui traînent sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bien sûr, c'est une haine qui vise les femmes, mais qui ne vise pas que les femmes. C'est l'historienne du féminisme Christine Barr qui parle d'intersectionnalité des haines. C'est-à-dire que le masculinisme, il vise bien sûr en premier lieu les femmes et les féministes, mais aussi les personnes LGBT, parce qu'on va considérer que les hommes gays ne sont pas vraiment des hommes dans leur idéologie, que les femmes lesbiennes seraient des hystériques féministes, que les personnes trans seraient des formes de déchéance de la nature, enfin voilà, des propos très très violents et très très transphobes, et surtout que tous les hommes qui ne correspondraient pas en fait à leur vision de la masculinité et de la domination masculine seraient aussi des hommes à éliminer. Et notamment, c'est là qu'on rejoint avec certaines idéologies d'extrême droite, parce que ça va être aussi une vision qui va s'appliquer notamment aux hommes non blancs, donc aux hommes racisés. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces contenus, s'ils fonctionnent très bien, c'est parce qu'ils reprennent des codes qui sont propres à Internet. Les formats courts, des titres qui vont être un peu cliquables, qui vont donner un petit peu envie. Un grand travail sur ce qu'on appelle le SEO et le référencement. Donc, c'est quand vous tapez quelque chose sur Google, quels sont les résultats qui vont apparaître en premier. Une abondance de contenu. Depuis le confinement, ils produisent beaucoup, beaucoup de contenu. Et ben, c'est un peu mathématique, mais plus on fait de contenu, plus le contenu apparaît. Un grand travail sur le graphisme, la miniature, la mise en scène et l'utilisation de mèmes et donc d'images humoristiques populaires, de références qui, en fait, sous justement ce biais un petit peu de l'humour, vont réussir à toucher certains jeunes qui n'y voient pas forcément le mal au premier abord, mais qui vont se laisser tenter en fait par un discours un peu subversif et un peu humoristique. Moi, pendant mon enquête, ma grande question, c'est comment ça se fait que ces contenus ils existent. Parce que Alexis Chen, par exemple, que je vous ai montré en début de vidéo, en tout début de présentation, c'est quelqu'un notamment qui passe son temps à dire que toutes les femmes sont des PUTE. Et c'est des contenus qui sont encore présents sur des plateformes comme TikTok ou comme Instagram. Et donc, du coup, moi, je me suis posé la question, comment ça se fait, en fait, que ces contenus sont encore en ligne ? Ce que j'ai remarqué déjà, c'est que c'est des contenus, qu'on les adore ou qu'on les déteste, c'est des contenus qui font réagir. On reste pas indifférent face à ce type de contenu. C'est pas le genre de vidéo qu'on va swiper, scroller en ayant totalement oublié. Que vous adoriez, vous allez liker, commenter, dire waouh, t'es vraiment trop fort, le partager à vos amis. Et si vous détestez, vous allez quand même regarder jusqu'à la fin, potentiellement interagir avec le contenu, le partager à des gens pour vous indigner ou commenter quelque chose pour dire à quel point c'est horrible. Et donc forcément, plus il y a de l'interaction sur un contenu, plus l'algorithme considère que c'est un contenu qui est populaire. Et donc du coup, le fait remonter, le présente à encore plus de gens. Et ça devient des contenus très populaires et du coup qui rapportent énormément d'argent à la fois aux créateurs, mais aussi à la plateforme. Par exemple, TikTok place des publicités entre les contenus qui sont populaires. Donc, ça leur rapporte de l'argent. Ce qui en amène à un constat un peu terrible, c'est que, en fait, les plateformes ne peuvent pas supprimer ces contenus. Pas qu'ils ne... Enfin, comment dire, ils ne veulent pas plutôt supprimer ces contenus parce que ça leur ramène de l'argent. Et qu'en fait, eux, sous couvert de liberté d'expression, ne veulent pas se priver de cette manne financière. Et c'est une des raisons pour laquelle ces contenus continuent à exister. Il y a plein de portes d'entrée dans le masculinisme. Pour vous en dire juste quelques-unes, il y a la question de la musculation et du fitness qui est très très présente ces dernières années. Alors j'ai mis Thibaut InShape, mais Thibaut InShape n'est pas masculiniste, mais ça peut être une porte d'entrée, c'est-à-dire des jeunes garçons qui se trouvent peut-être pas à leur goût physiquement et qui vont vouloir devenir forts et musclés dans des symboles et stéréotypes de masculinité, vont commencer à regarder des vidéos de musculation et de fitness, et puis ça va dériver sur comment être un vrai homme, etc., etc.
Beaucoup de contenu lié au développement personnel, donc sur être plus heureux, avoir confiance en soi, sur les relations hommes-femmes, comment vaincre sa timidité. Ça peut être une autre porte d'entrée. Il y a beaucoup de portes d'entrée ces dernières années aussi autour des contenus liés à l'investissement, au business, au coaching, dans l'objectif d'être riche, avec cette idée que, en fait, être riche veut dire avoir des belles voitures, une belle maison et du coup plein de belles femmes à côté de soi, quitte à être violent. Et enfin, bien sûr, les sujets liés à la séduction, à la sexualité, au rapport amoureux homme-femme sont des grandes portes d'entrée aussi, parce que c'est souvent là qu'on retrouve les coachs en séduction notamment. Ce qui pose à la question de pourquoi ça attire, pourquoi il y a des gens qui se disent ça, vraiment, je m'y reconnais. J'ai pas une réponse absolue, mais quelques pistes que je peux vous proposer, c'est que d'une part, le masculinisme, ça donne des réponses clés en main à des questions qui sont très complexes, notamment l'adolescence, le début de la vie d'adulte. C'est beaucoup des périodes où on se pose plein de questions sur l'avenir, son rapport à soi-même, son rapport aux autres. Et là, au lieu de traverser en fait cette phase un petit peu tendue et un peu étrange qu'est l'adolescence, en fait, on s'en remet à des coachs qui nous disent tu as des problèmes, ne t'inquiète pas, c'est pas ta faute, c'est la faute des féministes et c'est la faute des femmes. C'est beaucoup plus simple en fait cognitivement. Le fait d'avoir un ennemi commun, c'est très facile de se moquer des femmes et de se moquer du féminisme, c'est pas nouveau d'ailleurs, donc on réactive aussi des blagues, on va dire, et des pensées qui sont assez communes. Aussi, le masculinisme donne beaucoup l'impression de s'occuper des problèmes des hommes, et ça c'est très important parce que il y a peu au final d'espace dans la société où il y a vraiment ce discours de dire on est là pour s'occuper des problèmes, et notamment des problèmes de santé mentale des hommes. Ce qui fait que ces groupes masculinistes vont agir comme des groupes de soutien et vont donner envie à certains jeunes hommes de nouer des liens, de se confier. Et donc forcément, dès qu'on rentre dans de l'affect, c'est des moyens de radicalisation et de manipulation un petit peu plus facilités parce qu'on a un lien beaucoup plus intime. Ça vient aussi donner des clés d'action qui sont assez simples. Aller à la salle, gagner de l'argent, ça peut paraître des clés d'action très concrètes face à un monde qui est très compliqué aussi pour les jeunes, face à un marché du travail qui est très complexe, des études qui sont dures, des problématiques de santé mentale, d'inflation, de planète qui brûle. En fait, ça permet de se rassurer sur des choses très concrètes. Et enfin, on va pas se mentir, pour certains, ça a un côté un peu subversif et rebelle, le fait d'être misogyne. Ça donne l'air un peu edgy, quoi. Ce qu'on constate, c'est que un peu partout dans le monde, on a un phénomène de ce qu'on va appeler le gender gap, c'est-à-dire qu'au sein d'une seule et même génération, les garçons sont beaucoup plus conservateurs que leurs aînés, là où les filles seraient plus libérales dans une notion très américaine, c'est-à-dire un peu plus portées sur les questions de justice sociale, de féminisme, d'écologie. Là où les jeunes garçons seraient plus conservateurs dans leurs valeurs sociales, économiques, ce genre de choses. Et ça, on le constate un peu partout dans le monde, que ce soit en Corée du Sud, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre et en France aussi. Les différents rapports du Haut Conseil à l'égalité chaque année nous montrent que malheureusement, les jeunes garçons n'ont jamais été aussi conservateurs, en tout cas chez les moins de 30 ans. Et ce qui fait que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le masculiniste lambda, c'est, j'ai envie de dire, juste un homme hétérosexuel. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on pouvait tracer peut-être des questions de classe sociale, de couleur de peau, de religion. Aujourd'hui, c'est un mouvement politique qui traverse toutes les classes sociales. Pardon, j'ai dit gender gap, j'ai parlé un peu trop vite. Le fossé du genre, je pourrais traduire ça comme ça. Désormais, le masculinisme, ça traverse toutes les classes politiques, tous les âges, tous les milieux sociaux, toutes les origines ethniques, toutes les religions, parce qu'on retrouve aussi du masculinisme ciblé, par exemple du masculinisme chrétien intégriste, du masculinisme centré autour de l'islam, du masculinisme centré autour de sa couleur de peau, de sa diaspora, de son âge, etc. Donc en fait, il y a un peu du masculinisme pour chacun en fonction de ses centres d'intérêt aussi. Et ce qui rend le phénomène encore plus compliqué à quantifier et à appréhender tellement il est global. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé des liens entre masculinisme et extrême droite. Ça tombe bien, j'avais prévu d'y passer un peu.
Sur les qualifications politiques, ce que je dis souvent, c'est que tous les masculinistes ne sont pas d'extrême droite, mais par contre, tous les mouvements d'extrême droite portent en eux une vision du genre qui est essentialiste et masculiniste de fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les mouvements d'extrême droite qu'on retrouve en France, aux États-Unis ou en Italie ne portent pas en eux cette vision que les hommes sont censés être forts et dominants et les femmes sont censées retourner à la cuisine. Et c'est des choses qu'on observe, y compris en France, y compris à travers des figures féminines. Je pense à Marion Maréchal Le Pen, notamment, qui a beaucoup soutenu Zemmour en 2022 et qui est la première à sortir des discours antiféministes, transphobes, LGBT-phobes. Et on retrouve ça aussi même chez des masculinistes qui ont un passé aussi dans certains partis politiques. Notamment Julien Rochdy, que vous voyez là, avant d'être un influenceur masculiniste, c'est l'ancien porte-parole du Front National de la Jeunesse, donc les organisations jeunes du Front National, à l'époque ça s'appelait comme ça. Pareil, une influenceuse, je crois que je l'ai mis sur l'autre slide, voilà, elle, Thaïs Descuffon, que vous avez peut-être déjà vu passer sur vos fils d'actualité. Thaïs Descuffon, qui est désormais une influenceuse sur les questions de rapport homme-femme, c'est l'ancienne... c'est l'ancienne porte-parole du groupe dissous par Gérald Darmanin, Génération Identitaire. Génération Identitaire, c'est un groupuscule xénophobe qui notamment se mettait à la frontière franco-italienne pour empêcher les migrants de rentrer en France. C'est des groupes qui déroulaient des banderoles pendant les manifestations de lutte contre les violences policières. Voilà, c'est à peu près le perso, quoi. Et donc, Thaïs Descuffon, c'est une antiféministe en chef, elle le dit elle-même. Et donc, on retrouve des liens très, très forts avec l'extrême droite. De la même manière qu'on voit certains groupuscules de femmes d'extrême droite, je pense notamment à Némésis, qui est un groupuscule qui vise à dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans l'espace public, mais uniquement quand elles sont perpétrées par des personnes non blanches. C'est reprendre un qualificatif aussi à un discours assez essentialiste et assez masculiniste sur le fait qu'il y aurait certains hommes qui seraient comme ça, qui auraient des besoins, et avec une rhétorique bien sûr très raciste. Sur la question des femmes, pour essayer d'expliquer un peu pourquoi les femmes sont antiféministes, comme je le disais, il y a certaines femmes qui sont assez persuadées que si elles suivent les règles du jeu du patriarcat et de la domination masculine, elles seront, on va dire, évincées, ou en tout cas elles seront protégées de ce type de discrimination de genre qu'elles pourraient subir. Faut pas oublier aussi que la plupart des femmes qui vont soutenir les politiques antiféministes, c'est souvent des femmes qui sont privilégiées dans leur argent, dans leur classe sociale, pas leur couleur de peau, et qui du coup en fait participent à des formes de domination, mais pas au niveau du genre, au niveau de la classe sociale et de leur blanchité notamment. Il y a une chercheuse qui s'appelle Dorothy Allison qui a beaucoup travaillé là-dessus dans les années 80 et qui disent qu'en fait ces femmes-là essayent de recréer dans leur foyer le monde qu'elles ne voient pas à l'extérieur. Donc un monde très beau, très esthétique, où elles sont des chefs de maison, mais elles se soumettent volontairement à leur mari, etc., etc. Voilà, c'est des pistes de réponse, bien sûr, je ne suis pas dans leur tête, mais c'est intéressant à constater. On approche de la fin, pardon pour ce moment peut-être un peu pas cool, mais pourquoi moi je me suis intéressée à ces mouvements-là en premier lieu, c'est parce que c'est des mouvements qui tuent. C'est le mouvement masculin, c'est pas juste un truc d'ados frustrés sur Internet, c'est aussi un mouvement qui malheureusement occure des passages à l'acte très violents, notamment en Amérique du Nord depuis 2014 à travers des tueries comme celle d'Isla par Elliot Rodger en 2014, à l'élimination à Toronto en 2018, en 2021 en Angleterre, et malheureusement depuis quelques années on a des cas d'attentats déjoués masculinistes en France. On a à la fois des questions de féminicide. Je vous ai mis en haut à droite l'image de Michael Chiletas qui en janvier 2020 a tué son ex-compagne Mélanie de 80 coups de couteau. Et c'est quelqu'un, pour le coup, qui avait une chaîne YouTube en fait masculiniste, et on le voit se radicaliser au fil des années, ce qui est assez terrifiant. Et depuis 2 ans, on a eu plusieurs arrestations par notamment les services de renseignement et par la police d'individus comptant passer à l'acte pour des attaques masculinistes. À Saint-Étienne, à Bordeaux avant le passage de la flamme olympique l'année dernière,
Donc voilà, ce que je dis souvent, c'est que bien sûr que tous les gens qui consomment ce genre de contenu ne vont pas devenir des tueurs de masse, mais par contre, en fait, ces contenus, ils légitiment une violence envers les autres et envers soi-même, et ils légitiment beaucoup le fait de, par exemple, mettre une main aux fesses à sa collègue de bureau, filmer, forcer sa copine à des actes sexuels non consentis, insulter des femmes sur Internet, parce que c'est une idéologie de légitimation de la violence, tout simplement. Ça, c'est des petits chiffres que j'aurais aimé vous montrer aussi sur donc le Haut Conseil à l'égalité fait des statistiques chaque année sur l'état du sexisme en France. Et ce qu'on retrouve un petit peu dans ces études, c'est que environ 40% des hommes de moins de 35 ans considèrent qu'il est difficile d'être un homme dans la société actuelle. 37% que le féminisme menace la place et le rôle des hommes, 32% que les hommes sont en train de perdre leur pouvoir, 59% des hommes de 25 à 35 ans estiment qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste, et 52% considèrent que l'on s'acharne sur les hommes. C'est des statistiques qui sont intéressantes parce qu'elles vont dans cette idéologie masculiniste. En tout cas, elles perpétuent en fait cette idée que voilà, la masculinité serait en crise, serait en danger, et que du coup, il faudrait quelque part combattre la cause du problème qui serait le féminisme et du coup les féministes. Je vous rappelle rapidement les chiffres, c'est des chiffres de nous toutes, qu'en France, une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles, une femme sur 10 est victime de violences conjugales au cours de sa vie, il y a 1% des condamnations par la justice. Voilà, on reste sur des chiffres qui malheureusement ne changent pas trop d'année en année. Très rapidement, pour finir, avant qu'on passe peut-être aux questions, comment ouvrir le dialogue sur cette question? Alors, avec les adolescents, mais j'irai même plus loin avec les adultes aussi, parce qu'on a souvent tendance à parler des jeunes, et c'est très important, et moi-même je le fais beaucoup. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des adultes qui sont concernés par ces idéologies-là, et que souvent c'est un peu les mêmes manières d'agir. C'est pas forcément très différent. Moi, ce que je dis souvent quand je suis en intervention, c'est que il faut ouvrir le dialogue sur ces sujets-là. C'est-à-dire, je suis assez persuadée que être à l'écoute et engager des discussions sur les questions d'égalité sans diaboliser ou réprimander le visionnage de ces contenus est très important. C'est-à-dire que je pense que vous avez tous et toutes été adolescents et adolescentes. Je pense que c'est pas parce que vos parents vous disaient ne fais pas ça que vous ne le faisiez pas. Peut-être au contraire, ça vous a engagé peut-être à faire exactement le contraire. Et je suis assez persuadée que en fait, discuter autour de ce contenu, par exemple le contenu que je vous ai montré au début, je le montre souvent à mes classes auxquelles j'interviens. Pour parler du fond, bien sûr, mais pour parler aussi de la forme. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas cet influenceur, quand vous tombez sur cette vidéo, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous fait rire? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous rend triste? Ok, on essaie de décrypter ça. Maintenant, on essaie de savoir comment l'image, est-ce qu'elle est fabriquée? Est-ce qu'il y a du budget? Le fait qu'il a un micro devant lui, qu'est-ce que ça veut dire de sa parole? Pourquoi il a mis certaines images au montage? Pourquoi cette vidéo, elle dure cette durée-là, etc., etc. Le ton de sa voix, qu'est-ce qu'il veut nous faire dire? Enfin, voilà. Et c'est de l'éducation aux médias qui peut être fait en fait de manière assez simple. Autour de nous, quoi. Juste, en fait, pose des questions de savoir pourquoi ce contenu intéresse la personne. Est-ce qu'il le fait rire? Est-ce que il l'inspire? Est-ce qu'il est en accord avec le fond ou la forme? Enfin, voilà, c'est plein de questions comme ça. Et moi, je suis assez persuadée surtout avec les jeunes, d'avoir de la curiosité et de l'intérêt sur ce qu'ils regardent en ligne. Parce que je pense que c'est un espace un peu nébuleux. On ne sait pas trop forcément ce que les ados regardent sur les réseaux sociaux. Et en fait, leur dire, juste montre-moi, qu'est-ce qui te fait rire? Il ressemble à quoi ton fil d'actualité sur TikTok ou sur Insta? Moi, je le fais beaucoup avec les ados avec qui je suis en intervention. Leur dire, moi, j'ai tout le temps des vidéos de nettoyage de piscine, parce que je trouve ça très relaxant. Ça les fait beaucoup rire. Et du coup, on engage une discussion un petit peu là-dessus. Et ça règle pas tout, mais ça permet au moins de dire qu'on est sur une discussion qui est sécuritaire, en fait, et de confiance. Je dis souvent aussi que les théories masculinistes, c'est des théories du complot. Ça fonctionne un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que si vous avez déjà essayé de parler à quelqu'un qui est très, très misogyne, vous ne pourrez pas le convaincre. C'est très compliqué et au contraire, vous aurez plus tendance à vous épuiser qu'autre chose. Mais c'est important, comme pour les théories du complot, si vous avez des gens qui sont touchés par ces théories-là dans votre entourage,
en fait, de garder le lien. Parce que c'est important, c'est des idéologies extrémistes qui isolent beaucoup. Et on sait que plus on laisse ces personnes-là isolées dans ces cercles algorithmiques et de pensée qui se ressemblent, plus on a des biais de confirmation. Et en fait, moins on voit autre chose, moins on est capable un peu de penser par soi-même et on reste dans une boucle de pensée. Je pense que ça sert à rien de tenter de convaincre les autres, notamment avec les questions des statistiques. C'est très compliqué parce que ça peut être remis en question et généralement ça fait que de la friction et de l'opposition. Ça ne veut pas dire tout accepter comme parole, bien sûr, mais moi je trouve ça intéressant de en fait faire voir à cette personne autre chose, laisser traîner une bande dessinée, un podcast, regarder un film ensemble, un documentaire, laisser des ressources un peu accessibles, lui faire rencontrer d'autres personnes, d'autres points de vue, d'autres sorties, un film au ciné, une expo, je sais pas. Parler de son vécu, ses émotions, surtout quand on est une femme par exemple, c'est intéressant aussi, il y a un rapport d'affect en fait qui peut se faire. Et moi, la plupart des masculinistes que j'ai rencontrés, s'ils sont sortis du masculinisme, c'est parce qu'il y a eu un moment de dissonance cognitive, c'est-à-dire que entre ce qu'ils pensaient et ce qu'ils constataient dans la réalité, il y avait un fossé. Le truc, c'est que cette dissonance cognitive, on peut pas la forcer vraiment. On peut pas dire hop, allez, réveille-toi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, on peut amener la personne à voir plein de choses qui vont amener cette dissonance cognitive et à potentiellement prendre du recul en fait sur ces attitudes-là et ces modes de pensée-là. Mais voilà, ça prend du temps, c'est pas facile et il faut savoir ne pas être tout seul aussi là-dedans parce que ça peut être très long. Je vous ai mis aussi des petites ressources si vous avez envie d'aller plus loin sur certains sujets, des associations avec qui je travaille, notamment sur la question des cyberviolences en ligne qui touchent les jeunes filles et pas que les jeunes filles, sur les violences conjugales entre ados, certains podcasts aussi si vous avez envie un peu de continuer sur certains sujets. Si le procès d'Eric Heard, ça vous intéresse, il y a un super documentaire qui est disponible en plus gratuitement sur YouTube maintenant qui s'appelle La fabrique du mensonge. Voilà, quelques livres aussi sur les questions de masculinité. Mais voilà, je vous laisse ça là pendant qu'on répond aux questions. Mais il me semble que moi, de mon côté, j'ai fini ma petite présentation. Merci beaucoup, Pauline. Merci pour la présentation étayée et la clarté du propos. Il y a beaucoup de questions, donc je vais essayer de les regrouper et de les poser du mieux possible. Peut-être la première, c'est par rapport à l'avenir un peu, comment tu vois les choses. Il y a une question, c'est est-ce qu'on peut craindre pour nos libertés? Est-ce que tu imagines dans les prochains mois, prochaines années, une sorte de backlash assez fort lié au mouvement masculiniste ou pas? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, j'essaie d'être optimiste parce que sinon, je pense que on part tous en dep, en dépression. Je pense que c'est important. Je pense que déjà, sur les mouvements masculinisme, ce que je dis souvent, c'est que si le backlash il est aussi fort maintenant, c'est parce que les sujets liés à l'égalité, au féminisme, n'ont jamais été aussi présents, à la fois dans les médias, à la fois dans la sphère politique. Et donc ça, on peut s'en féliciter quelque part, parce que c'est une bonne nouvelle sur cette question de droit. Après, il ne faut pas oublier que, bien sûr, il y a des droits qui peuvent toujours être remis en question. Il y a eu un certain nombre de choses là depuis quelques temps. Je pense à la constitutionnalisation de l'IVG, par exemple, qui permettent de protéger. Mais malheureusement, comme on l'a vu aux États-Unis, comme on le voit dans certains gouvernements pas si loin de chez nous, je pense à l'Italie notamment, on n'est pas à l'abri en fait d'un recul des droits des femmes et des personnes LGBT. C'est pour ça que c'est important en fait de continuer à connaître en fait ces sujets-là et surtout parce que ces mouvements masculinistes, ils ont en fait pour objectif aussi d'avoir une politique, un monde qui leur ressemble. Les masculinistes, ils sont pas forcément pour Macron par exemple, même si ils apprécient certains de ses politiques, mais ils sont plus très admiratifs de Bruno Retailleau, de Gérald Darmanin ou de certaines figures du côté de la droite, l'extrême droite. Je pense à Éric Zemmour notamment. Voilà, donc c'est aussi des modèles de société qui sont en train de promouvoir et c'est quelque chose qui se joue un peu à tous les niveaux. Au niveau local, on a les municipales bientôt, à un niveau plus national et au niveau aussi des associations. On sait que par exemple, il y a plein d'associations qui luttent pour les jeunes, pour les droits des personnes qui manquent de financement. Enfin voilà. Donc moi, j'essaie d'être optimiste sur le fait qu'il y a une prise de conscience et le fait qu'on soit quasiment une centaine de personnes ici, c'est déjà une bonne chose. Par exemple, c'est une belle prise de conscience, je pense là-dessus. Mais je pense qu'il faut rester vigilant, je dirais ça.
Je compléterai par le fait qu'on a eu, je te l'ai dit quand on discutait juste avant, une intervention de Patrick Jean qui nous disait plutôt la semaine dernière, pour celles et ceux qui l'ont suivi, que finalement on leur accordait beaucoup d'importance, mais que le train pour l'égalité un peu était en marche. Est-ce Était que lancé, ouais. euh, c'est quelque chose que tu partages, le fait qu'on avance, et c'est un peu ce que je comprends de ta réponse, et que parce qu'on avance, en fait, on a ces réactions très fortes en face. Ouais, c'est absolument ça. Je pense qu'on a des réactions très fortes parce qu'on avance. Néanmoins, là où je diffère un peu avec Patrick Jean, c'est je pense qu'il faut pas sous-estimer ces groupes, malheureusement, parce que je crois qu'il y avait une des questions que j'ai vues dans la conversation, parce que malheureusement, c'est des mouvements aussi qui déjà ont une porosité avec d'autres groupes extrémistes. Notamment du côté de ce qu'on appelle l'ultra-droite, des mouvements d'extrême droite violents, ultra hooligan, néo-nazis. J'ai vu qu'il y a un article qui a été posté. Il y a en fait comment ça s'appelle, une porosité au niveau de ces mouvements qui fait qu'il peut y avoir des passages à l'acte violent. Et donc, pour moi, ça c'est intéressant. Et que malheureusement, les chiffres du Haut Conseil à l'égalité nous prouvent que bon, c'est pas encore gagné du côté d'une certaine génération, notamment des 15-35. Et que même si on doit être optimiste et que le train est en marche, il faut faire attention de ne pas laisser toute une génération derrière qui aurait pas un espèce de saut de génération sur cette question de l'égalité, parce que ce serait très dommage quand même. Justement, là-dessus, sur le mouvement, il y avait une question qui portait, tu as fait référence aux différentes, enfin, sous-groupes en fait dans le mouvement Ouais, masculiniste, qui étaient des références américaines. Est-ce qu'on retrouve l'ensemble de ces sous-groupes en France? Et puis la deuxième chose, comment finalement on distingue un mouvement masculiniste, voilà, comme on sait que c'est un mouvement masculiniste, il y avait l'exemple, tu as parlé de Némésis par exemple, qui se ouais. présente pas comme un mouvement masculiniste, même si ouais, je suis d'accord sur le fond. Donc ouais, là-dessus, sur l'ensemble de ces sous-groupes et sur peut-être comment on arrive à comprendre que c'est un mouvement masculiniste. Alors, je vais me remettre juste sur mon petit truc avec tous les mouvements. En gros, tous les mouvements dont j'ai parlé, même s'ils prennent naissance souvent dans des sphères anglophones, ils ont des équivalents francophones, notamment parce qu'il y a une grande circulation des idées entre les États-Unis, le Canada anglophone, puis ensuite le Québec francophone et la France. Il y a une espèce de petit truc, petit chemin comme ça qui est en plus permis à Internet, parce qu'une fois que la barrière de la langue elle est passée, les idées circulent très bien. Au niveau des incels, même si c'est un mouvement principalement anglophone, il existe malheureusement des incels francophones qu'on retrouve sur certains forums. Et il y a eu, comme je le disais, au moins 3 arrestations qui ont été médiatisées en tout cas par les renseignements et par les forces de l'ordre d'individus se réclamant de ce mouvement incel. Donc ça existe en France. Les coachs en séduction, c'est ceux qui existent le plus en francophonie. Il vous suffit de taper sur YouTube comment draguer une fille. Vous trouverez sur pléthore de coachs. Donc eux, ils existent très fortement. Au niveau des men's rights activists, c'est un peu plus un mouvement anglophone, mais le côté, comme je vous le disais, droit des pairs existe beaucoup plus du côté de la France, parce que je pense qu'il y a une question aussi culturelle autour de la parentalité, et en tout cas les mouvements par exemple des grues, c'est quelque chose à la base qui n'a pas été créé par la France, qui a été créé par des activistes québécois, qui eux-mêmes s'inspiraient d'activistes américains qui s'accrochaient, eux, non pas à des grues, mais à des ponts. Donc c'est un mode une façon de militer qui est en fait assez ancienne, qui date du début des années 2000 aux États-Unis et qui a fini par en fait traverser l'océan pour arriver chez nous. Mais chez les mouvements dans les men's rights activistes, on retrouve les droits des pères, mais on retrouve aussi, par exemple, même s'ils sont très peu nombreux en France, les groupes de soutien aux hommes battus. Ils sont très peu, il y a une seule association, mais qui est une association davantage, pas forcément pour aider les hommes qui sont victimes de violences, parce que ça existe, les hommes qui sont victimes de violences conjugales, et c'est important de les aider, mais ça va être plus des groupes assez violents, en fait, de soutien. Du côté des MJTO, ils ont leur propre page française, sur Facebook notamment. Voilà, leur page Facebook est assez... ils ont même leur propre site web, donc ils existent. Du côté de la pilule rouge, le hashtag #RedPill ou pilule rouge est assez fortement utilisé sur les réseaux sociaux francophones.
Donc ça là-dessus, on est pas mal. Et notamment du côté de l'extrême droite d'ailleurs, il y a beaucoup même le média d'extrême droite Frontière a créé un programme il y a pas longtemps qui s'appelle Pilule rouge. Donc voilà, on reste sur la même métaphore. Et enfin, on n'a pas vraiment de tradwife française parce qu'il y a un truc très culturel, je pense, de la vision de l'épouse à la façon des publicités Kellogg's américaines des années 50, qui est très culturelle et très liée aux États-Unis. Par contre, en France, on a une quantité de mouvements féminins conservateurs qui est très important, mais qui vont beaucoup plus être liés à la fois à la religion catholique, là où les tradwives sont plutôt mormones. Donc du côté, on va dire, catholique, réactionnaire et intégriste, et du côté politique, royaliste, extrême droite. Voilà. Donc ça va être plus une féminité d'extrême droite plutôt que des tradwives à proprement parler. Et d'ailleurs, pour parler du coup de ces femmes, pour en revenir à Némésis, Némésis n'est pas un mouvement masculiniste en soi, mais reprend du discours masculiniste. Par contre, c'est un mouvement qu'on peut qualifier de ce qu'on appelle fémo-nationaliste, c'est-à-dire c'est un mouvement qui va se revendiquer du féminisme. Némésis, elle dit souvent qu'elles sont féministes parce qu'elles luttent contre les violences sexuelles, mais c'est du féminisme à la sauce nationaliste, donc dans un rejet de l'immigration, dans des visions du monde très xénophobes et très racistes. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, oui, tu as répondu. Une question qu'on se pose, enfin, moi personnellement, je me pose tous les jours. À ton avis, pourquoi les hommes non masculinistes ne réagissent pas plus et quel rôle ils pourraient jouer? Je pense qu'il y a un élément de réponse qui est de dire que malheureusement, dans une société telle qu'elle est structurée actuellement et donc patriarcale, tous les hommes, quels qu'ils soient, profitent du système patriarcal, donc jouissent des avantages du système patriarcal, que ce soit les inégalités salariales, que ce soit le non-partage des tâches ménagères, ce genre de choses. Et en fait, ce discours masculiniste, s'il y a certains hommes qui s'y opposent parce qu'on le voit comme étant très radical, et c'est le cas, le fait qu'il est sorti d'Internet et qu'il quand même profite, qu'il soit sur les plateaux télévisés, ce genre de choses, il profite quand même à d'autres hommes qui ne sont pas masculinistes. C'est-à-dire cette vision de la domination, du recul du féminisme, etc. Quelque part, ça profite à tous les hommes dans la structure dans laquelle on vit, sociétale. Cependant, j'ai l'impression que sur le masculinisme spécifiquement, il y a des hommes qui commencent à le dénoncer et qui commencent à s'en emparer, c'est une bonne chose. Surtout qu'on remarque que dans ces groupes-là, moi, arriver en tant que femme dans un groupe d'hommes et de dire attention, le masculinisme, c'est pas bien, je sais très bien que ma parole, elle n'a pas le même écho que si c'est un collègue masculin qui tenait ces discours. Parce qu'on sait que les hommes ont plus de facilité à parler aux hommes et à convaincre d'autres hommes. Donc c'est pour ça aussi, moi, je suis ravie qu'on soit dans une conférence très mixte parce que ça fait des années que je parle de ces sujets-là et c'est principalement les femmes qui s'y intéressent parce qu'elles ont peur pour leurs droits, ce qui est très normal. Mais d'avoir des hommes qui s'y intéressent, c'est intéressant parce que ça permet, entre guillemets, de rien laisser passer. Comme je vous disais sur le violentomètre, en fait, ça commence par la blague sexiste et ça finit par un féminicide. Et les discours masculinistes ou les discours misogynes, plus tôt ils sont démantelés, plus tôt on les remet en question, plus on peut s'assurer aussi qu'ils ne se perpétuent pas. Et en tant qu'homme, je pense que c'est aussi quelque part votre rôle aussi d'être vigilant par rapport à ça. Parce que ce que je dis souvent, c'est que le masculinisme, voilà, ça cible les femmes, mais ça cible aussi tous les hommes qui ne correspondent pas à leur vision de la masculinité. Donc, je sais pas si vous avez des centres d'intérêt qui sont considérés comme un peu féminins, si vous n'êtes pas hétérosexuel, si vous correspondez pas en fait à certains stéréotypes, vous aussi vous allez souffrir de cette vision de la masculinité. Puis la vision des masculinistes de l'homme, elle est quand même assez triste, hein. C'est une vision qui est basée sur la domination, le refoulement des émotions, le fait de ne pas avoir de relations saines avec les autres hommes, avec les femmes, avec sa famille. Donc c'est un mode de vie qui est assez triste quand même. Donc moi j'essaie de mettre ça en avant aussi, c'est que le féminisme, on est quand même dans un but d'égalité, mais aussi enfin, le patriarcat touche aussi les hommes dans ses injonctions, donc c'est ça qui est intéressant.
En fait, je rebondis simplement parce qu'on a le sentiment presque que c'est un peu facile de dénoncer le masculinisme quand on est un homme. Est-ce que c'est pas aussi une manière de dire, bah moi je suis pas masculiniste, qui voudrait dire, Exactement. je suis un homme bien, Ouais, alors qu'en réalité je fais peut-être pas grand-chose pour c'est l'égalité. Voilà, clair. Non, je suis assez d'accord. Et puis c'est pour ça que je disais, c'est intéressant de s'intéresser au masculinisme, mais c'est important de voir tout ce qu'il y a avant, en fait. Et on parle beaucoup du masculinisme ces derniers temps, et c'est important qu'on en parle. Mais voilà, il faut pas oublier tout ce qu'il y a avant, les remarques sexistes, les cas d'harcèlement sexiste et sexuel en entreprise, ce genre de choses. En fait, ça passe par le quotidien aussi. Et ça passe aussi par comment on éduque nos fils, nos petits frères, aux questions de l'égalité. Et oui, ça permet clairement à certains hommes de se dédouaner en disant, mais moi, je ne tue personne, je fais juste des blagues un peu sexistes. Beaucoup de questions encore sur finalement quelles ressources on peut avoir. Tu as partagé des podcasts, des livres, voilà, encore quand même énormément d'interrogations sur comment on en parle autour de nous, aux jeunes, mais pas que, hein, on t'a entendu, voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Est-ce que tu as quelques tips là-dessus sur effectivement comment on peut en parler au travail, comment on peut en parler autour de nous assez simplement, quoi. Je pense que l'actualité est toujours un bon socle parce que au final, la bonne nouvelle, c'est que sur les questions d'égalité, il y a de plus en plus bah voilà, d'actu, d'enquêtes journalistiques, de choses qui se passent. Et souvent, c'est des bons supports de discussion parce que bah, tout le monde, en fait, va être au courant de, je sais pas, une accusation contre un acteur qui est un peu connu, un procès. Le procès de Mazan, par exemple, a été je pense, un événement terrible, mais qui a été une bonne prise de conscience, je pense, pour énormément de personnes. Et du coup, un socle de discussion pouvoir aborder ça, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que t'es pas d'accord? Parler de ce qu'on voit en ligne aussi. Moi, je dis beaucoup sur ce qui se passe sur Internet parce que moi, j'avoue, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui passent beaucoup de temps sur Internet. Je pense que ça dépend de son entourage, mais ça peut être sur ouais, ce qu'on voit dans les médias, un film qu'on a vu, de faire des relais d'actualité pour juste ouvrir la discussion et de savoir qu'en fait, ce sujet, il est important à discuter entre nous. Et je pense aussi, c'est important, alors, c'est très difficile, mais de ne pas prendre les choses personnellement, même si c'est très dur, Euh, surtout quand on est concerné par des discriminations, que ce soit du sexisme, du racisme, de la LGBT-phobie. Ça ne veut pas dire qu'on est la personne qui doit se taper toute l'éducation, mais souvent, en fait, ça permet d'aborder certains trucs et de pouvoir dire son ressenti aussi en tant que personne qui est concernée sur certaines discriminations, par exemple, je sais que quand la question de l'avortement a été très complexe aux États-Unis, ça a été un bon support de discussion aussi, de qu'est-ce qu'on en pense, la constitutionnalisation de l'IVG aussi, là, le fait que le terme de consentement soit rentré dans la loi sur la question du viol, c'est des choses qui permettent d'ouvrir la discussion et d'ouvrir, alors pas le débat, parce que je pense que il y a des choses sur lesquelles on ne débat pas, mais ça permet d'avoir un peu des ressources aussi, quoi. Merci Pauline. Je suis désolé, j'ai pas pris toutes les questions, c'est compliqué, mais j'ai essayé de regrouper l'essentiel. Il reste quelques minutes. Je propose peut-être que s'il y a des, moi, je vois une main levée, mais du coup elle s'est baissée. Sinon, j'allais proposer peut-être aux personnes qui auraient des questions qui voudraient poser de vive voix de le faire. Hop, alors je commence à autoriser. Et je suis désolé, on va pas pouvoir en prendre beaucoup. Louis, je vais te passer la parole. Normalement, tu dois pouvoir. Merci, oui, tout à fait. Bah, un grand merci déjà pour d'avoir mis le sujet à l'ordre du jour et puis pour l'intervention. Moi, je voudrais juste faire une remarque. Je trouve que le sujet, effectivement, bah, il a intérêt à être dans l'espace public, il a intérêt à structurer des échanges dans les familles, entre générations et autres. Et c'est pour ça que je trouve un tout petit peu dommage que parfois, dans la présentation, tout soit un peu mis dans le même sac dans différents, comment dire,
entre des mouvements de réseaux sociaux, des mouvements un peu extrêmes. Et j'ai repensé à plusieurs reprises à ce que vous avez évoqué, notamment par exemple la manifestation pour tous. Moi-même, j'y Oui, étais pas, mais j'ai connu beaucoup de gens qui étaient parce que je suis dans ces, on va dire en contact avec beaucoup de gens qui sont dedans, et j'ai justement trouvé que c'était intéressant que le débat public, au moment d'ailleurs où c'était en lien avec une loi, donc à voter, puisse se manifester de manière ouverte, de manière paisible, de manière démocratique. Parce que si on est trop condescendant avec ces expressions démocratiques, eh ben on va tomber effectivement dans tout ce que vous avez évoqué et qui est effectivement assez putride. Donc voilà, je pense que pour qu'il y ait du débat, pour qu'il y ait de l'échange, c'est des sujets qui sont aussi anthropologiques, c'est des changements qui sont, euh, c'est des changements puissants à l'œuvre. Ils mettront du temps, ils demandent de l'échange, ils demandent du temps. Moi, je crains des fois une dimension un peu condescendante. Et par ailleurs, c'était intéressant dans Le Monde, il y a eu un article justement sur, au fond, qui s'approprie parfois la dimension la plus féministe parmi les hommes, ben justement les hommes les plus inclus, et qui prennent de haut, au fond, ce qui pourrait être des formes plus populaires de perception. Voilà, je ferme, c'est juste pour apporter aussi peut-être du complément et du débat, c'est un peu la fin, mais merci en tout cas de votre présentation. Merci pour la question, Pauline. Je te laisse répondre. je pense que c'était plus une remarque qu'une question, donc je vais pas, je vais pas Je, m'étaler je- là-dessus. Je je- tenais je juste suis d'accord et j'en profite. Ça sera pris. Voilà, il y a assez peu d'hommes. C'est presque un peu regrettable que la première question un peu longue soit posée par un homme. Je passe la parole, j'en dis pas plus, à, à Claire de la Marlière tout de suite. Hop. Claire, logiquement, on peut vous entendre. Il faut activer votre micro, Claire. Ben, je vous propose qu'on enchaîne alors. Francine, si... Oui, bonjour. Merci déjà pour votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport au mouvement Not All Men. J'ai du mal à me positionner et à savoir si c'est du masculinisme ou si c'est juste des hommes qui disent, ben non, moi, je suis pas comme ça, etc. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Merci. Très intéressant. Je pense qu'il faut faire attention de pas tout catégoriser dans le masculinisme parce que ça a des formes très spécifiques. Vous avez totalement raison. Et notamment le fait de ces réflexions de not all men, donc pas tous les hommes. C'est pas un mouvement masculiniste à proprement parler. On ne peut pas, en tout cas sociologiquement, dire que c'est le cas. Par contre, ça revient sur des idées assez ancré dans la société patriarcale, qui est de dire que, en fait, quand on parle de statistiques, quand on parle de mouvement global, malheureusement, quand on regarde les statistiques, bah, en fait, la plupart des auteurs de violence, la quasi-majorité, la quasi-totalité même, sont des hommes. Et donc, le fait de vouloir se distancier de cette classe des hommes, je dirais, de ce groupe social des hommes, pour essayer de dire, mais moi, je ne suis pas comme ça. Par contre, obtient à des rhétoriques de domination masculine aussi. Parce qu'il faut comprendre, quand on parle des masculinités, on en parle au pluriel, parce qu'il y a aussi des hiérarchies dans les masculinités. Un homme noir sans papier n'a pas le même pouvoir qu'un homme blanc cadre dirigeant d'une grande entreprise. Donc il y a aussi des hiérarchies dans la masculinité, dont des capacités de domination. Et on sait en fait très bien aussi que certains hommes ont plus de pouvoir que d'autres. Et donc ce discours-là vient aussi dans une capacité pour quelque part affirmer sa différence avec un groupe dominant avec lequel on ne serait pas d'accord, ou cette peur d'avoir
qui est une peur au final qui se base sur des rhétoriques masculinistes pour le coup, d'avoir que on mettrait tous les hommes dans le même panier et que tous les hommes seraient pareils. Donc voilà, c'est pas vraiment un mouvement masculiniste, mais ça s'appuie en tout cas sur des idées très essentialistes ou essentialisantes et prennent pas forcément en compte la nature sociologique aussi qu'on peut avoir dans les statistiques ou dans les relations. Je dirais ça comme ça. Merci Pauline. Il est 12h29. Je vous propose qu'on s'arrête là. Simplement vous rappeler que la conférence est enregistrée, donc vous pouvez la retrouver d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube du réseau des pipes. Même chose pour le support, ça a été demandé, il vous sera adressé d'ici quelques jours avec un questionnaire de robustesse. Voilà. Et puis, moi, je voulais remercier, je sais pas Thomas si tu veux redire un mot, mais vraiment te remercier, Pauline, pour la conférence. Et puis, je vois toutes ces réactions et tous ces merci, voilà, donc, qui étaient vraiment très, très clairs. Thomas, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Merci à toutes et à tous, c'était très très intéressant. Je vais donc couper, je dois couper le webinaire, c'est ainsi. Et, n'hésitez pas à aller voir d'autres webinaires du mois d'innovation publique. Et à très bientôt et bon appétit à vous. Merci beaucoup Pauline encore. Et merci Florian pour l'animation, bien entendu. Merci Merci, à beaucoup. bientôt.